Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti ! Le premier livre que j'ai découvert en ce mois de novembre, c'est Prospérine, et la phrase sans fin de Lord Argelos. C'est un roman jeunesse entre cozy mystery et fantasy qui se situe dans la ville de Demi-Mot et la capitale. C'est le nom de la capitale de ce monde. Les personnages principaux sont Prospérine et Ernest, Honoré, et Poppy Obel. En voici le résumé. À Demi-Mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-Mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur ? Alors, mon avis. Cette lecture a été une excellente façon de commencer le mois de novembre. Dans ma version poche, le travail éditorial est vraiment remarquable, avec des illustrations charmantes de Céline Perrier et une variété de polices d'écriture qui enrichissent l'expérience de lecture. Cela donne à ce livre un aspect visuel attrayant et crée une immersion réussie dans l'univers de Prospérine. Je suis convaincue que ces éléments rendront la lecture encore plus captivante pour les jeunes lecteurs. L'utilisation des différentes polices permet de bien distinguer les personnages et d'entendre leur voix, ce qui a été un véritable plaisir tout au long de l'enquête. En tant qu'amatrice de cozy mystery, j'ai passé un moment délicieux à suivre Prospérine dans sa quête. L'univers créé par Lord Argelos est à la fois complet et bien défini, offrant un cadre riche et original, très original. Qui ne serait pas curieux de découvrir ce qui se cache derrière les mots de nos livres préférés ? Pour l'autrice, un monde fascinant s'ouvre entre les lignes et c'est ce qui confère tout son charme à cette histoire. Alors faisons comme Ernest, le frère de Prospérine, et plongeons dans cette aventure littéraire pour découvrir le mystère entourant le corps retrouvé dans la boutique de Prospérine. Cette jeune héroïne, à la fois curieuse et déterminée, rêve d'aventure et elle va être servie. Résoudre ce meurtre et comprendre le mobile du criminel pourrait lui permettre de sauver Demi-Mot, dont les lettres du livre qu'ils entretiennent s'effondrent. Pour protéger sa ville et ses habitants, Prospérine est prête à tout. Avec l'aide d'Honoré, un ancien villageois revenu de la capitale pour quelques jours, ils s'engagent dans une aventure pleine de risques. Et pour découvrir s'ils réussiront dans leur quête, je ne peux que vous encourager à lire ce livre. Le deuxième livre de ce mois de novembre s'appelle Prière de ne pas tuer de Richard Coles et est un de mes livres reçus de la Cube de cette année. C'est un cozy mystery qui se situe dans la ville de Champton. Les personnages principaux sont le père Daniel Clément et toute une flopée de paroissiens. En résumé, branle-bas de combat dans le petit village de Champton. Le pasteur Daniel Clément propose d'installer des toilettes dans l'église. Des toilettes ? Shocking. Aux yeux de bien des paroissiens, c'est un sacrilège, un véritable scandale. La situation ne s'arrange pas lorsqu'un homme est retrouvé dans l'église, la gorge tranchée avec un sécateur. Et les meurtres s'enchaînent comme les scones à l'heure du thé. Il y a vraiment urgence à ramener la paix dans le village où les commérages vont bon train. S'il ne veut pas que son troupeau s'égare, le pasteur Daniel Clément doit démasquer le meurtrier. Mais entre une famille d'aristocrates désœuvrés, des grenouilles de bénitier aigries et le fils d'un lord aux allures de punk, il dispose d'une belle brochette de suspects. La mission du pasteur risque de bien se transformer en un véritable chemin de croix. Alors, pour mon avis, une fois passé le nombre effarant de personnages, comment l'auteur s'y retrouve, je ne sais pas. Les nombreuses infos sur le village de Champton et plus ou moins son fonctionnement et les désaccords entre les habitants, j'ai continué d'espérer que cette histoire me plairait. Mais malheureusement, je devais être trop fatiguée pour l'apprécier à sa juste valeur.
Et c'est bien dommage, car ce livre fait partie de ma box, comme je vous le disais, Cube du mois de octobre. Pour une fois, j'étais presque à l'heure du livre reçu, et elle avait tout pour me plaire. Bref, ce n'est pas parce que cela ne m'a pas enchantée que cela ne vous plaira pas. Alors si vous aimez les cozy mystery, tentez le coup. Et petite info, l'auteur Richard Coles est un vrai vicaire qui dans les années 80 a fondé le groupe The Communards avec Jimmy Somerville. Tout un programme. Le troisième livre que j'ai découvert pendant ce mois de novembre est le tome 1 de Le mystère Crimor, Combustion, Initiation de Julien Destré. C'est un fantastique policier. Il se situe sur l'île d'Egvir et sur Crimor, comme le nom du roman l'indique. Les personnages principaux sont Thomas et Gwendoline Hintz et Anna Uoti, entre autres. En résumé, 6 mai 1981. Un menhir apparaît soudainement dans le paisible village de Crimor. Malgré les efforts des habitants pour étouffer l'affaire, la situation dégénère et de nouvelles pierres envahissent les rues. Des années plus tard, Cynthia et Boris Hintz emménagent avec leurs enfants Gwendoline et Thomas. Les villageois pensent avoir trouvé en eux les coupables idéaux et les accusent d'invoquer la venue des mégalithes. En pleine tourmente, la famille Hintz reçoit alors une visite qui va changer leur vie. Pourquoi Anna Uoti, directrice d'un prestigieux hôtel, vient-elle frapper à leur porte ? Une malédiction semble menacer l'ordre du monde et une île est sur le point de s'enfoncer dans les abîmes. Mais quel est le lien avec Crimor ? Entre guerre de pouvoir, attentats et naufrages inexpliqués, une chose est certaine, de lourds secrets vont être enfin dévoilés. Le mystère Crimor, Combustion, Initiation, est le premier tome d'une saga fantastique et policière. Alors pour mon avis, j'ai eu le plaisir de plonger dans ce livre captivant que j'ai dévoré en quelques jours. L'intrigue habilement orchestrée par l'auteur maintient le lecteur en haleine grâce à une maîtrise indéniable de la technique du page-turner. Mes fils et moi avions rencontré l'auteur auto-édité lors du Salon du Fantastique à Paris en mars 2024. Je vous en avais d'ailleurs touché quelques mots dans l'épisode de mars, d'ailleurs. Et sa passion nous avait tout de suite donné envie de découvrir son histoire. Dans ce roman, nous suivons les aventures de Thomas et de sa sœur Gwendoline, deux adolescents récemment installés avec leurs parents dans un petit village breton où l'accueil des habitants laisse à désirer. Après la mystérieuse disparition de leurs parents, les jeunes protagonistes se retrouvent entraînés dans une quête pour comprendre les événements troublants qui les entourent, tout en étant poursuivis par un villageois en colère, visiblement affecté par une invasion de menhirs menaçants. Heureusement, ou peut-être malheureusement, ils croisent le chemin d'Anna Uoti, qui arrive in extremis pour les secourir. Dès lors, la question se pose, est-elle une alliée ou une nouvelle menace ? L'île sur laquelle elle les conduit est empreinte d'étrangeté, bien loin de ce à quoi Thomas et Gwendoline sont habitués. À certains moments, j'ai eu l'impression d'être transportée dans un univers à la manière d'Alice au Pays des Merveilles. Pour enrichir l'expérience immersive de cette aventure, Julien Destré a également créé un site internet dédié à sa série, mystère-crimor.com, où il propose un jeu d'énigmes. Composé de 100 énigmes à résoudre, ce défi permet de découvrir une phrase secrète qui offre des indices sur le tome 2. L'auteur a d'ores et déjà prévu une saga de 5 tomes, dont 3 sont publiés à ce jour. Cette quête vous entraînera à travers la France, vous promettant une expérience véritablement immersive. Et si, comme moi, vous êtes passionné par les mondes extraordinaires et les mystères captivants, ce livre est fait pour vous. Ma 4e lecture a été le tome 1 de la série Persona de Yelena. C'est un fantasy jeunesse young adulte qui se déroule à Lux, au Royaume d'Argent, et plus précisément à Phaos. Les personnages principaux sont Andrea, Tisbé, Evander, Desideria et Isidore. En résumé, dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des dons singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature.
Andrea et Persona. Or, le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais. Alors, pour mon avis, après avoir tant entendu parler de Persona de Yelena, j'avais de grandes attentes et espérais un véritable coup de cœur. Bien que ma lecture ait été agréable, je n'ai pas ressenti ce petit truc qui ferait la différence. L'intrigue, les personnages, l'univers et la magie sont remarquablement construits, mais comme souvent, dans un premier tome, la mise en place a été un peu longue à mon goût. J'ai particulièrement apprécié l'inspiration tirée de l'Empire romain et la manière dont l'autrice a intégré la magie des dons. Le personnage d'Andrea m'a touchée par sa bienveillance presque constante et j'ai aimé explorer ses relations avec Thisbe et Evander, deux adolescents aux capacités uniques, ainsi qu'avec Pax, une petite fille de leur officium, qui ressemble à un foyer pour ces jeunes dotés de dons particuliers. L'aspect individuel de chaque don et l'inclusivité que l'autrice a soigneusement développée m'ont vraiment comblée. Cependant, la lenteur du récit m'a parfois ennuyée, même si chaque scène contribue à enrichir notre compréhension de ce monde fascinant dans lequel évoluent Andrea et ses amis. Si vous êtes passionné par l'Antiquité, si vous avez aimé Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, et si vous recherchez des héros ou des personnages non genrés, ou qui ont une façon de percevoir le monde qui est unique et différente, alors ce livre pourrait vous apporter beaucoup de satisfaction. Le 5e livre que j'ai découvert sur ce mois de novembre est le tome 1 de la série Atlantis de Christine et Madeleine Ferré-Fleury. C'est un fantasy jeunesse qui se déroule à Paris avec comme personnages principaux Adèle, Eileen et Sven. En résumé, depuis la disparition de ses parents, la jeune Adèle Pullman n'a qu'un refuge, le grenier du sinistre orphelinat où elle est obligée de vivre. C'est là qu'elle fait 2 découvertes surprenantes. Le carnet de son père et un médaillon aux étranges pouvoirs qui lui permet de basculer dans un autre monde. Ces objets ont-ils un lien avec le continent englouti que le professeur Pullman recherchait quand il a disparu? La légende d'Atlantis est-elle en train de renaître? Adèle se lance dans cette quête légendaire, seule. Seule? Pas vraiment, car un personnage mystérieux la poursuit sans relâche. Alors pour mon avis, ça commençait bien. Le résumé, le titre me faisaient de belles promesses et le petit carnet vendu avec le roman répondait à mes attentes de quête, d'énigmes et de mystères, mais ce fut juste un moment sympa de lecture. Bien sûr, on s'attache à Adèle et on la suit avec attention à chaque chapitre. La pauvre enfant a vécu tellement d'épreuves qu'on ne peut s'empêcher de lui souhaiter un destin plus heureux. Mais cela m'a fait beaucoup penser à un dessin animé que je regardais enfant, Princesse Sarah, pour ceux qui connaissent, et qui me rendait triste lorsque je regardais un épisode. J'avoue, à cause de cela, je n'ai jamais regardé la suite. Je connais son histoire dans les grandes lignes et ce qui lui arrive, mais c'était bien trop triste pour l'enfant que j'étais alors. Leur vie n'est pas facile à ces héroïnes, mais elles gardent toujours cet espoir infini que les choses s'amélioreront le lendemain. Heureusement qu'elles sont bien entourées, car sinon cela virerait au cauchemar. Bref, si vous aimez les ambiances fin 19e dans un Paris que je qualifierais de gothique, alors vous êtes au bon endroit. Le 6e et dernier livre du mois de novembre s'appelle Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbruch. C'est un policier historique avec une petite touche fantastique. Il se déroule sur l'île de Blackmore, au large de Guernesey, et les personnages principaux sont Lauren Chappell et Edward Pierce. En résumé, octobre 1925. À Blackmore, une île coupée du monde au large de Guernesey, meurtre et disparition sèment la terreur. Alors que la police piétine, Lauren Chappell, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, un Britannique spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme détective de l'étrange. Ensemble, ils affrontent les plus sombres secrets de Blackmore, les statues énigmatiques disséminées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique qui sévirait dans l'ombre et ce vent lancinant, le murmure des brumes qui ne cesse jamais. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable devra démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique. Pour mon avis, pour tout vous dire, je n'ai pas encore terminé mon livre, ce qui est une première depuis le début de ce podcast. Il me reste 71 pages à lire et comme nous sommes le 30 novembre, j'ai jusqu'à minuit pour le finir.
ce qui devrait être fait. Cependant, pour des raisons de planning, vous aurez mon avis à chaud, sans que j'en connaisse la fin. Donc, pour vous dire ce que je pense, en tout cas, de toutes ces premières pages, j'apprécie énormément cette histoire, et je trouve que la remarque de Lobs, qu'il a décrit comme un roman à énigmes, hommage à Lovecraft et Agatha Christie, est tout à fait pertinente. Ce récit oscille entre le roman policier et le thriller, avec des éléments de l'intrigue qui me rappellent l'appel de Cthulhu de Lovecraft. Franchement, cela fonctionne à merveille. Les descriptions immersives de l'auteur et les personnages hauts en couleur me séduisent pleinement. Nous suivons l'enquête menée par Pierce, un détective privé londonien au charme typiquement anglais, et Lorraine, une jeune criminologue française à la personnalité franche et sans filtre. À seulement 24 ans, elle incarne une aventurière passionnée par les énigmes et j'apprécie beaucoup ce personnage bien construit. Pour une femme des années 20, son franc-parler et son caractère sont vraiment audacieux. Et j'adore. L'énigme à résoudre, avec des lettres contenant un code secret à déchiffrer, m'a également rappelé une nouvelle de Sherlock Holmes intitulée Les Hommes d'Encens. Autant dire que j'ai vraiment savouré ma lecture. Si vous êtes comme moi fan de ce type de roman, je ne peux que vous le recommander chaudement. Dans la deuxième partie de notre podcast, nous allons aborder la chronique d'écriture. Ce mois-ci, j'aimerais vous présenter des outils en ligne pour aider les auteurs ou toute personne ayant besoin de se créer un espace de travail ou d'études dans leur recherche et la rédaction de celle-ci pour leur projet d'écriture. Je vais vous parler de 3 outils dont un sert à l'organisation du projet. Nous allons donc en apprendre plus sur Scrivener, d'origine anglaise, Write Control, d'origine française, et Notion, d'origine américaine. Nous allons commencer par Scrivener. Scrivener est un outil de rédaction puissant qui réunit tous les outils nécessaires pour vous accompagner dans l'écriture de votre premier jet, de la première idée au point final. Conçu pour les écrivains du monde entier, il intègre de manière innovante des fonctionnalités familières, tout en rassemblant toutes vos notes et écrits à portée de main. Avec Scrivener, vous pouvez composer votre texte dans n'importe quel ordre, en section de la taille que vous souhaitez. Si une idée géniale vous vient à l'esprit, écrivez-la immédiatement et trouvez sa place plus tard. Vous avez la liberté de développer votre manuscrit de manière organique, idée par idée. Que vous souhaitiez peaufiner chaque détail avant de commencer ou rédiger un brouillon à restructurer plus tard, Scrivener s'adapte à votre méthode de travail. L'application vous permet de visualiser votre manuscrit grâce à un plan de projet facile à utiliser. Vous pouvez facilement réorganiser vos chapitres par un simple glisser-déposer. De plus, tous vos documents de référence sont toujours à portée de main, ce qui facilite la recherche et l'organisation de longs textes. Scrivener vous offre également la possibilité de diviser votre texte en sections gérables, d'ajouter des mises en forme variées, des commentaires, des images et des tableaux. Son tableau en liège, un outil de planification intuitif, vous permet de travailler avec des fiches virtuelles pour réorganiser votre manuscrit en toute simplicité. En mode plein écran, vous pouvez vous isoler du reste du monde pour vous concentrer sur votre écriture. Vous pouvez définir des objectifs de mots, suivre votre progression et utiliser des métadonnées pour organiser vos idées. Les collections vous permettent de regrouper des documents connexes, tandis que la fonction d'exportation vous aide à préparer votre manuscrit pour l'impression ou l'auto-édition. Scrivener est disponible sur iOS, macOS et Windows, ce qui vous permet de travailler sur votre manuscrit où que vous soyez, avec des sauvegardes automatiques, génial, et la possibilité de synchroniser vos projets, vous pouvez écrire en toute tranquillité. En résumé, Scrivener est l'outil idéal pour les écrivains qui souhaitent rassembler, organiser et peaufiner leurs idées tout en ayant la flexibilité nécessaire pour créer leur œuvre de manière fluide et efficace. Tout un programme. Si avec tout ça vous n'êtes pas tenté, je ne sais pas. Il existe des licences standards à environ 70 €, des licences réservées aux étudiants à environ 60 €. Il y a un essai gratuit de 30 jours. Ils ont même une application. Ils ont même une page Instagram qui s'appelle Scrivener Rap et un site internet que vous pouvez retrouver sur literatureandlatte.com/Scrivener. De quoi bien vous faire une idée de ce petit logiciel. Le deuxième logiciel dont je voulais vous parler, c'est Write Control. Write Control est une plateforme d'écriture innovante spécialement conçue pour les auteurs. Elle offre un environnement complet pour faciliter l'écriture de votre livre, structurer votre manuscrit
ou stimuler votre créativité et perfectionner votre texte. Avec Write Control, vous disposez de toutes les fonctionnalités nécessaires, de la planification à la recherche, en passant par la rédaction et la révision. Vous pouvez structurer vos chapitres, effectuer des recherches, créer des fiches personnages, ça c'est vachement bien, éditer votre texte, détecter les fautes et répétitions, aussi bien qu'Antidote, annoter des passages et même vous fixer des objectifs d'écriture. L'un des grands avantages de Write Control, c'est son accessibilité. Vous pouvez écrire depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil. Votre texte est automatiquement sauvegardé en ligne et vous avez la possibilité de travailler hors ligne lorsque vous n'avez pas de connexion Internet. Le découpage de votre projet en chapitres est facilité par un mode qui vous permet de visualiser l'ensemble de votre ouvrage en un clin d'œil et d'intervertir facilement les parties. Pour vous motiver, Write Control propose également un compteur de mots et un suivi du temps passé à écrire, vous permettant de définir des objectifs et de suivre l'avancée de votre projet. Les fiches personnages interactives vous aident à garder une trace des caractéristiques de vos personnages, tandis que les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle vous inspirent et vous fournissent des retours constructifs sur vos écrits. De plus, Write Control simplifie le passage du manuscrit au livre papier grâce à un outil de création de couverture personnalisée et à une option d'impression à moindre coût. Ça, franchement, c'est plutôt génial comme outil quand on est en auto-édition. Pour organiser vos idées, la carte mentale vous permet de visualiser le cheminement de votre pensée de manière claire et structurée. Enfin, le correcteur intégré vous aide à peaufiner votre texte en détectant les fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison en un clic. Et pour couronner le tout, l'exportation de votre livre se fait sans effort, que ce soit pour l'impression ou pour le format e-book. Quand je vous disais que c'était vachement bien pour l'auto-édition, ça. En résumé, Write Control est l'outil idéal pour les auteurs souhaitant écrire, organiser et finaliser leur manuscrit de manière efficace et inspirante. Il existe une version gratuite et une version payante à environ 12 € par mois. Ils ont également une page Instagram sur laquelle vous pouvez trouver beaucoup de conseils. Moi, en tout cas, je suis cette page @Write Control, tout simplement, comme son nom l'indique, parce que j'y trouve vraiment des mines d'informations et en plus, c'est français. Donc, on ne peut que avoir envie de les soutenir. Vous pouvez également les retrouver sur leur site internet writecontrol.fr. Il y a aussi un troisième logiciel dont j'entends souvent parler, notamment par Margot de Seine, je crois qu'il l'utilise. Et il y a eu également une formation que j'avais suivie d'Astrid Sterrin qui nous avait fait une sorte de Notions, une page Notions pour qu'on puisse effectuer les exercices qui correspondaient à sa leçon. Et c'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Donc nous allons parler de Notions, qui est un outil de productivité tout en un qui révolutionne la manière dont vous organisez vos idées, gérez vos projets et centralisez vos informations. Avec son interface flexible, Notion vous permet de créer des pages personnalisées, d'ajouter des tableaux, des listes de tâches, des calendriers et même d'intégrer des fichiers multimédia. Que ce soit pour un usage personnel, scolaire ou professionnel, Notion s'adapte à vos besoins spécifiques. Je crois que la liste des tâches, j'avais vu sur le site de formation d'Ingrid Lemaire. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, qui permettait vraiment de lister des tâches. Vous vous donnez comme objectif, tel jour vous devez avoir fait ça, tel jour vous devez passer à cette étape-là, et en fait après vous n'avez plus qu'à cocher quand vous les avez effectuées. Je trouvais ça plutôt sympa comme outil. Cet espace de travail numérique est idéal aussi pour collaborer en équipe. Vous pouvez créer des documents parfaits, noter vos idées, solliciter l'avis de vos collègues et même demander à l'intelligence artificielle intégrée d'apporter la touche finale à vos écrits. Avec plus de 100 types de blocs de contenu, vous pourrez communiquer n'importe quelle idée de manière efficace. Notion facilite également la gestion de projets, qu'il soit simple ou complexe. Grâce à des vues personnalisées, vous pouvez visualiser votre travail sous différents formats, comme des calendriers ou des tableaux. De plus, l'outil permet d'automatiser les tâches fastidieuses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous listez vos tâches et puis vous dites tel jour je dois avoir fait ça, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Centralisez toutes vos connaissances dans un seul endroit grâce à Notions. L'IA de Notion vous permettra également de mémoriser vos informations et de vous aider à les retrouver facilement sans interrompre votre flux de travail. Vous pouvez poser des questions sur vos documents et projets et obtenir des réponses instantanées. C'est un logiciel qui est gratuit pour les personnes individuelles qui veulent organiser leurs projets et leur vie. Et il y a une version qui s'appelle Plus populaire, je crois, qui est à environ 9,50 € par mois. Et ensuite, vous avez aussi une version professionnelle à 14 € par mois.
moi. Vous pouvez également retrouver leur page Instagram Notion HQ et leur site internet notion.com. Alors, je sais que ça fait un petit peu beaucoup vitrine, mais j'ai tellement entendu parler de ces 3 logiciels que j'avais envie de partager avec vous ces logiciels au cas où que vous seriez intéressés pour trouver une nouvelle méthode d'organisation et de création pour vous aider dans votre travail, plutôt que d'utiliser basiquement Word ou Excel. Je trouvais ça sympa à partager. Maintenant, moi personnellement, je suis vraiment pas à 2.0. Du coup, je n'utilise que Word. Mais je suis abonnée, comme je vous l'ai dit, à la page Insta de Write Control et à leur newsletter. Et j'avoue que cet outil m'intéresse beaucoup. Leur version gratuite sera un très bon début pour l'appréhender sur un nouveau projet d'écriture. Peut-être que je l'utiliserai d'ailleurs pour mon projet d'écriture sur les pirates et les sorcières, que j'ai un petit peu mis de côté pour le moment parce que je tiens réellement à me concentrer sur mon roman Paranormal Détective, parce que j'en suis à la phase de la 2e relecture et j'ai l'espoir peut-être qu'à la fin du mois de décembre, mon roman soit prêt et que je puisse éventuellement commencer à préparer un dossier de soumission pour les maisons d'édition. Du coup, pour le moment, je reste basiquement sur mon Word et mon Excel. Mais je me dis que pour mon nouveau projet sur les pirates et les sorcières, quand j'aurai fini de créer mon world building pour organiser mes idées, ce serait peut-être pas mal de commencer par la version gratuite de Write Control. Dans tous les cas, dès que je mettrai cette application en action, je vous donnerai mes retours et je vous dirai si ça me convient ou pas du tout. Mais cependant, je n'en suis pas encore là. Alors, par contre, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les tester et à vous faire votre propre avis. Et si vous souhaitez partager votre propre expérience de ces outils, écrivez-moi à ducappuccino et des livres tout attaché en minuscules @gmail.com et je vous lirai avec attention. Nous voici arrivés à la 3e partie du podcast, la chronique mais pas que. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de mes autrices préférées, celle qui m'a ouvert les portes du cozy mystery que j'affectionne tant, Agatha Christie, surnommée Duchess of Death, Mistress of Mystery ou en français, la reine du crime. Agatha Christie, de son nom complet, Agatha Mary Clarissa Miller, est une femme de lettres britannique née le 15 septembre 1890 à Torquay, en Angleterre, et décédée le 12 janvier 1976 à Wallingford, au Royaume-Uni. Fille d'un père américain, Frederick Alva Miller, et d'une mère britannique, Clarice Margaret Bomer, elle a su s'imposer comme l'une des figures les plus emblématiques et novatrices du roman policier. Son œuvre est indissociable de ses 2 héros récurrents, Hercule Poirot, le détective belge au fer inégalé, et Miss Marple, la détective amateur au bon sens aiguisé. Christie est l'une des écrivaines les plus lues au monde, juste après William Shakespeare chez les anglo-saxons. Et elle détient le record de l'autrice la plus traduite de l'histoire. Avec 66 romans, 154 nouvelles, 20 pièces de théâtre à son actif, ses œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues. La plupart de ses intrigues se déroulent dans un huis clos, permettant au lecteur de tenter de deviner l'identité du coupable avant la révélation finale. La magie de ces récits réside dans la résolution de l'enquête, souvent inattendue, qui ne manque jamais de surprendre. Elle a aussi écrit plusieurs romans, dont quelques histoires sentimentales sous le pseudonyme Mary Westmacott, que j'avoue n'avoir jamais lu. Je suis restée vraiment sur le pendant policier d'Agatha Christie. Outre Hercule Poirot et Miss Marple, Christie a peuplé ses romans de personnages tout aussi fascinants, tels que le capitaine Hastings, l'assistant ami de Poirot, Miss Lemon, la secrétaire dans la série télévisée de la BBC avec David Suchet, et bien d'autres comme l'inspecteur Japp, le superintendant Battle ou encore le couple Tommy et Tuppence Beresford, anciens espions et détectives privés à la retraite. Personnellement, j'ai une préférence pour Hercule Poirot. Malgré ses manières parfois exaspérantes qui ont fini par déplaire à l'autrice, je l'imagine invariablement incarné par David Suchet, qui a su donner vie à ce personnage avec une justesse remarquable. Bien que les adaptations récentes de Kenneth Branagh aient su me séduire, pour moi, David Suchet reste inégalé dans ce rôle. Si l'univers d'Agatha Christie vous intrigue, je vous recommande vivement de visiter son site officiel, agathachristie.com, créé par ses descendants. Vous y retrouverez une mine d'informations sur son œuvre, mais pas que.
vous y apercevrez également une boutique où j'ai déniché pour ma part un quiz en anglais avec 300 questions sur ces romans répartis en 3 niveaux de difficulté et couvrant divers thèmes tels que les lieux, les nouvelles, les histoires courtes, le théâtre, les films, les répliques, les méthodes utilisées par les meurtriers, etc. De quoi bien tester vos connaissances. Il y a également le challenge Read Christie 2024 qui vous invitait, puisqu'on est à la fin de l'année, qui vous invitait à lire 3 livres sur 4 périodes couvrant les décennies des années 20 à 70. Bien qu'il n'y ait pas encore d'informations sur le challenge Read Christie 2025, vous pouvez suivre leur page Instagram, @official Agatha Christie pour rester informé. Bon, en tout cas, je les suis. Cette année, j'ai pas pu faire le challenge Read Christie, mais je me tâte à le faire pour l'année prochaine. Une série de magazines officiels également en anglais, The World of Agatha Christie, soit Le Monde d'Agatha Christie, qui sont disponibles en téléchargement sur le site et qui regorgent d'actualités, de jeux, d'idées de lecture et d'extraits de ces romans, entre autres choses. J'ai également, sur leur site internet, découvert un article fascinant sur 100 faits concernant Agatha Christie, révélant une femme à la fois épatante et inspirante. Par exemple, savez-vous que la première histoire qu'elle a écrite quand elle était plus jeune s'appelait La Maison de la Beauté et qu'elle l'a écrite pour tromper l'ennui alors qu'elle était au lit en se remettant de la grippe ? Saviez-vous qu'elle a écrit son premier roman policier, La mystérieuse affaire de Styles, après un pari avec sa sœur Madge ? Il a fallu attendre 4 ans avant que The Mysterious Affair at Styles ne soit publié, après avoir été rejeté par 6 éditeurs. S'ils avaient su, quel dommage pour eux. Saviez-vous que Le meurtre de Roger Ackroyd fut le premier roman de Christie à être publié en France par les éditions du Masque en 1927 ? Elle a écrit 6 romans semi-autobiographiques, doux amers, sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Le fait qu'elle en soit l'auteur est resté secret pendant près de 20 ans. Saviez-vous également qu'elle fut la première écrivaine de romans policiers à avoir 100 000 exemplaires de 10 de ses titres publiés par Penguin le même jour, en 1948 ? A Penguin Million ? Saviez-vous qu'en 1954, elle a reçu le tout premier Grandmaster Award décerné par les Mystery Writers of America ? Et saviez-vous qu'à sa mort, Hercule Poirot a bénéficié d'une nécrologie d'une page entière dans le New York Times ? Qu'elle a écrit, Agatha Christie, plus de 30 pièces de théâtre, dont la plus célèbre, La Souricière, est la pièce la plus longue au monde, ayant été créée en 1952 et qui se joue toujours aujourd'hui, en 2024 ? Ça en fait des infos, hein. J'ai pas fini. Encore quelques-unes, parce que je vais quand même pas toutes vous les faire, 100 faits, ça fait beaucoup, mais je vous ai ressorti celles qui m'ont le plus intriguée. Saviez-vous que pendant la Première Guerre mondiale, Agatha Christie travaillait d'abord comme infirmière auxiliaire à l'hôpital de la Croix-Rouge de Torquay, puis qu'elle a rejoint la nouvelle pharmacie de l'hôpital en tant qu'assistante de distribution, acquérant ainsi ses connaissances en matière de poison ? Le 13 avril 1917, elle passe son examen d'apothicaire à Londres et obtient le diplôme de dispensatrice. On comprend mieux dès lors toutes ses connaissances sur les poisons. Saviez-vous, que la chambre 411 de l'hôtel Pera Palace à Istanbul est dédiée à Agatha Christie ? On dit qu'elle y a écrit une partie du Crime de l'Orient Express. La chambre contient des photos d'elle, de nombreux exemplaires de ses livres. D'ailleurs, une série appelée Pera Palace est diffusée sur Netflix et commence dans cette fameuse chambre d'Agatha Christie. Agatha Christie est un personnage de l'épisode La licorne et la guêpe de la série Doctor Who avec David Tennant, dans laquelle elle aide le docteur et sa compagne Donna Noble à résoudre une série de meurtres qui font écho à ses œuvres et au jeu de société Cluedo. Fenella Woolgar a joué Christie, épisode que j'ai d'ailleurs vu et beaucoup apprécié. Encore 2 petits faits et on passe à la suite. Saviez-vous qu'une édition en un seul volume des contes complets de Miss Marple détient le record du monde Guinness du livre le plus épais du monde avec 4032 pages ? Et dernière info,
Ses livres ont été publiés dans plus de 100 langues, faisant d'elle l'écrivaine la plus traduite de tous les temps. Ces anecdotes ne sont qu'un aperçu de la richesse de sa vie et de son œuvre. Pour ma part, j'ai dévoré tous les livres de la collection Hachette, publiés dans une version reliée aux couvertures noires, totalisant 78 ouvrages, sans oublier son autobiographie en 2 tomes. J'ai passé d'innombrables heures à savourer ses histoires et à tenter de démasquer les meurtriers. Ces intrigues, toujours bien construites, mettent en scène des enquêteurs aux capacités de déduction hors normes, s'appuyant sur la logique et la psychologie. Chaque détail compte, permettant à l'enquêteur de déchiffrer et de dénouer les plans machiavéliques des coupables. Impossible de s'ennuyer avec ces récits et ces personnages aux multiples facettes qui ne manquent jamais de dérouter la détective amateur que je suis. Enfin, dans un autre article publié sur le même site internet, j'ai découvert que l'autrice avait une méthode d'écriture intéressante. Agatha Christie a commencé par publier un poème dans un journal local de Londres, et malade et alitée, comme je vous le disais précédemment, sa mère lui a suggéré d'écrire les histoires qu'elle aimait raconter. Cette passion a duré toute sa vie. Elle s'inspirait de ce qui l'entourait, des lieux, des personnes, et avait développé un sens de l'observation, lui permettant de voir et comprendre tout ce qui se passait. Chaque événement anodin était la source d'une nouvelle intrigue. Agatha prenait des notes dans des dizaines de carnets à sa disposition et une histoire naissait de tout ce qu'elle voyait. Puis, elle utilisait un dictaphone pour enregistrer son texte qu'une secrétaire reprenait à la machine à écrire. Un livre, par exemple, dans les années 50, lui prenait 2 mois à écrire, puis 1 mois pour être relu et corrigé avant d'être envoyé aux éditeurs. Lorsque tout le processus d'écriture était terminé, Agatha Christie testait ses histoires sur les membres de sa famille après le dîner, 1 ou 2 chapitres à la fois. J'avais lu également ailleurs que pour écrire son meurtre, elle partait toujours de la fin. Ainsi, elle connaissait le tueur, la victime et le moment de l'acte. Elle n'avait alors plus qu'à remonter le fil pour comprendre le mobile et la méthode utilisée. Aucun risque de louper une information. Elle n'avait plus qu'à semer les faux indices et les vrais pour compliquer la tâche du détective et bien entendu du lecteur. Pour finir sur cette chronique, j'aimerais partager avec vous mes 3 romans préférés d'Agatha Christie. Le premier, Le crime de l'Orient Express. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe, où un crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis. Un train de luxe bloqué par la neige, un cadavre fardé de plusieurs coups de couteau. À Hercule Poirot de démasquer le coupable parmi les 12 passagers du wagon. Le deuxième roman que j'avais beaucoup apprécié, c'est Mon petit doigt m'a dit, avec comme héros Tommy et Tuppence Beresford. Pourquoi Mrs. Lancaster a-t-elle brusquement quitté la maison de retraite où Tommy et Tuppence Beresford sont venus voir leur tante Ada? Et pourquoi cette vieille dame un peu perdue faisait-elle allusion à un enfant enterré dans une cheminée? L'affaire se corse quand, voulant lui restituer le tableau qu'elle avait offert à leur parente, Tommy et Tuppence s'aperçoivent qu'il est impossible de retrouver sa trace. Mon troisième roman préféré, c'est La mort n'est pas une fin. Elle est bien belle, la concubine qu'Imhotep a ramenée de son voyage dans le Nord, mais elle n'est qu'une étrangère et on ne l'aime pas. D'ailleurs, depuis qu'elle a ensorcelé le maître, rien ne va plus au domaine. Et ce démon va finir par décider de tout si l'on n'y prend pas garde. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Si elle venait à disparaître, le cœur d'Imhotep retournerait à ses fils. Il suffirait d'écraser le serpent et tout redeviendrait comme avant. Est-ce bien certain? Le mal vient-il seulement de l'étrangère? On dirait qu'un poison intérieur ronge aussi la maison du maître. Et voilà, j'espère que cette chronique sur Agatha Christie vous a plu et qu'elle vous incitera à découvrir ou redécouvrir son œuvre fascinante. En tout cas, je me laisserai bien tenter d'en relire quelques-uns et comme je vous le disais, peut-être bien sur le challenge Read Christie 2025. À voir. Dès que le programme sera sorti, je verrai. Et donc pour le savoir, n'hésitez pas à me suivre. Nous arrivons maintenant à la 4e et dernière partie de ce podcast, la petite question du jour. Pour rebondir sur ma précédente chronique sur Agatha Christie, j'aimerais aujourd'hui vous parler de mon genre de prédilection,
ma passion pour les polars et les cozy mystery. Alors commençons d'abord par redéfinir ce genre. Oui, si vous vous souvenez bien, je l'ai déjà abordé lors de mon épisode 9 où je vous présentais les genres, les tropes et les archétypes. Si vous ne l'avez pas encore écouté, qu'attendez-vous ? Alors, on va commencer par le polar. Le polar, ou roman policier, est un genre littéraire centré sur des intrigues criminelles. Il met souvent en scène un enquêteur, qu'il soit professionnel, comme un policier ou un détective privé, ou amateur, qui cherche à résoudre un crime, généralement un meurtre. Les éléments clés du polar incluent une intrigue criminelle, le récit tourne autour d'un crime, souvent un meurtre, et de l'enquête qui s'ensuit. Suspense et tension, le polar vise à maintenir le lecteur en haleine avec des rebondissements et des révélations. Des personnages variés, les protagonistes peuvent inclure des enquêteurs, des suspects, des victimes et des témoins, chacun ayant ses propres motivations et secrets. L'ambiance, le polar peut varier en ton, allant du sombre et sérieux au léger et humoristique, mais il explore souvent des thèmes comme la moralité, la justice et la nature humaine. Les cozy mystery. Le cozy mystery, ou ce qu'on pourrait traduire en français comme mystère douillet, même si c'est un peu bizarre, c'est un sous-genre du polar qui se distingue par son approche plus légère et moins violente des intrigues criminelles. Voici quelques caractéristiques du cozy mystery. On a une ambiance chaleureuse. Les cozy mystery se déroulent souvent dans des environnements familiers et confortables, comme des petites villes, des villages ou des communautés soudées. L'atmosphère est également généralement amicale, accueillante. On a un enquêteur amateur. Le protagoniste est souvent un amateur, comme un écrivain, un professeur ou un retraité, qui se retrouve impliqué dans une enquête. Ce personnage est généralement sympathique et accessible. L'absence de violence graphique. Les meurtres et les crimes sont souvent évoqués de manière suggestive plutôt que décrits en détail. Le focus est davantage sur l'énigme à résoudre que sur la violence en elle-même. Ça va porter sur des éléments de la vie quotidienne. Les cozy mystery intègrent souvent ces éléments de la vie quotidienne comme la cuisine, l'artisanat, les relations interpersonnelles, ce qui ajoute une dimension chaleureuse à l'intrigue. Et nous avons également une résolution positive. Les histoires se terminent généralement sur une note positive avec le crime résolu et ainsi un sentiment de justice rétabli. En résumé, le polar est un genre plus large qui englobe diverses approches des intrigues criminelles, tandis que le cozy mystery se concentre sur des enquêtes légères et chaleureuses, souvent avec un protagoniste amateur et une atmosphère conviviale. Pourquoi j'aime tant le genre du cozy mystery ? C'est une question passionnante. Ce qui me séduit dans ce style, c'est la combinaison parfaite de mystère, d'énigmes à résoudre et de personnages hauts en couleur. Pas de sang, pas de terreur, juste des vies apparemment banales bouleversées par des événements tragiques. Ces intrigues touchent non seulement les familles des victimes, mais aussi toute une communauté, un village, une ville. Ce qui me fascine, c'est la solidarité qui émerge lors de la résolution de l'enquête, où chaque personnage apporte sa touche personnelle. La mort fait malheureusement partie de notre quotidien, et dans ces histoires, la psychologie des personnages est explorée avec une minutie incroyable. J'adore découvrir les nuances de l'être humain, qui se situent souvent dans des zones grises, loin des simples dichotomies de bien et de mal. J'aime enquêter, aux côtés des protagonistes, me sentir impliquée dans l'histoire, comme si je faisais partie de leur aventure. Souvenez-vous de l'épisode de juillet du podcast, où j'ai vraiment essayé de mener l'enquête avec Loveday et Ryder dans les corbeaux d'Oxford de Fess Martin. J'avais même utilisé une grande feuille blanche pour noter les personnages, les mobiles, les opportunités, les moyens, tout en établissant des liens. Et devinez quoi ? Je n'étais pas très loin de la vérité. Si cela vous intéresse, je vous invite à découvrir mon expérience dans l'épisode 7. Si nous passons maintenant à des petites recommandations livresques, je vous donnerai comme recommandations les suivantes. Alors pour les plus jeunes, il y a la série des Alice de Caroline Keene, où l'on suit une jeune héroïne intrépide et curieuse. Ces histoires mettent en avant l'esprit d'aventure d'Alice Roy, son intelligence et sa capacité à résoudre des mystères tout en abordant des thèmes d'amitié et de courage. Nous avons également la série du Club des 5, d'Enid Blyton, où l'on suit les aventures de 4 enfants, en français Claude,
Annie, François, Mick ainsi que leur chien Dagobert. Ensemble, ils résolvent des mystères et vivent des aventures palpitantes pendant leurs vacances. Nous pouvons apprécier leur esprit d'aventure et leur sens de l'amitié, ce qui en fait des classiques de la littérature jeunesse que j'ai lus et c'est pour ça que je vous en parle. Pour les ados, je vous conseillerais la série One of Us is Lying par Karen McManus, qui en français peut être traduite par la série Qui ment, qui meurt, qui tue. Bien que ce soit un peu plus thriller, il y a des éléments de cozy mystery. 5 étudiants se retrouvent en col, mais l'un d'eux meurt et les autres doivent découvrir qui est le coupable. Le premier tome, c'est Qui ment, après c'est Qui meurt et après c'est Qui tue. Il y a donc 3 tomes jusqu'à présent de cette série. Il y a également la série A Good Girl's Guide to Murder par Holly Jackson. En français, c'est la série Meurtre d'emploi, que vous pouvez notamment retrouver en série télé sur Netflix avec l'actrice Emma Myers, qui joue également le rôle d'Enid dans la série Mercredi avec Jenna Ortega. Ce roman suit Pippa Fitz-Amobi, une élève qui décide de rouvrir une enquête sur un meurtre non résolu dans sa ville. C'est captivant et plein de rebondissements. Et pour les plus vieux, nous avons la série des détectives du Yorkshire de Julia Shackman, que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, je crois 2 fois, qui suit les aventures de 2 personnages principaux, Samson O'Brien et Delilah Metcalf, dans le charmant village de Bruncliffe, situé dans le Yorkshire. Samson est un ancien policier qui revient dans son village natal après avoir été mis à l'écart de son travail, tandis que Delilah, une jeune femme pleine de ressources, gère un site de rencontre. Ensemble, ils se retrouvent souvent mêlés à des enquêtes mystérieuses qui impliquent les habitants du village. La série mélange habilement le mystère, l'humour et des éléments de la vie quotidienne dans un cadre pittoresque. Les intrigues sont souvent légères et pleines de rebondissements, tout en explorant les relations entre les personnages et la dynamique de la communauté. Vous pouvez retrouver, comme je vous disais, mon avis sur cette série, notamment dans l'épisode du mois de mars, où j'ai lu le tome 9, garanti sans spoil. Nous avons également la série d'Anna Swensen, écrite par Joanne Fluke, qui suit les aventures d'Anna, une pâtissière talentueuse qui se retrouve souvent mêlée à des enquêtes criminelles dans sa petite ville. Je vous rappelle certains titres, il y a Meurtre et pépites de chocolat, Meurtre et Charlotte aux fraises, Meurtre et tarte aux pommes ou tarte au citron, je crois. Bref, vous pouvez facilement les retrouver. Cette demoiselle, Anna, avec son amour pour la cuisine et ses talents d'enquêtrice, utilise ses compétences pour résoudre des mystères tout en partageant de délicieuses recettes. La série allie suspense, humour et gourmandise, ce qui en fait une lecture agréable pour les amateurs de romans policiers et de cuisine. Pour continuer dans cette petite partie sur les cozy mystery, je vais vous faire mes petites recommandations séries télé. Parce que oui, il n'y a pas que les livres, il y a aussi les séries télé. En tout cas, je vais vous parler de celles que j'ai adorées. Et après, promis, je vous laisse tranquille. La série de télé Aurora Teagarden, qui suit les aventures d'Aurora Rowe Teagarden, une bibliothécaire passionnée par les enquêtes criminelles. Elle fait partie d'un club de lecture qui se transforme en groupe d'enquêteurs amateurs. Chaque épisode présente un nouveau mystère à résoudre, souvent lié à des meurtres dans sa petite ville. Avec son intelligence, son sens de l'observation et le soutien de ses amis, Aurora s'efforce de dénuer les fils de l'intrigue tout en naviguant dans sa vie personnelle. La série allie mystère, humour et une touche de romance, ce qui en fait un divertissement agréable pour les amateurs de cozy mystery. C'est aussi une série de romans écrits par Charlaine Harris. Nous avons également une autre série que j'adore absolument, qui est la série Meurtre au paradis, qui est une série policière britannique qui se déroule sur l'île fictive de Sainte-Marie dans les Caraïbes. Elle suit un inspecteur de police britannique, généralement un peu décalé, qui est envoyé sur l'île pour résoudre des meurtres mystérieux. Chaque épisode présente une nouvelle enquête, souvent avec une touche d'humour et des paysages magnifiques. La série explore également les relations entre les personnages tout en mêlant mystère et charme tropical. C'est un mélange captivant de suspense et de légèreté. Allez, un petit dernier pour la route.
La série Arabesque, qui est une série télévisée américaine qui a été diffusée de 1984 à 1996, qui suit les aventures de Jessica Fletcher, une écrivaine de romans policiers interprétée par Angela Lansbury, qui se retrouve souvent mêlée à des enquêtes criminelles. En utilisant son intelligence et son sens de l'observation, elle aide la police à résoudre des meurtres dans sa ville natale et lors de ses voyages. La série est appréciée pour son mélange de mystère et d'humour, et de charme, et elle a gagné une grande popularité au fil des ans. Voici mon petit top 3 de mes séries de Cozy Mystery préférées à la télé. Bon, j'espère vous avoir donné un peu plus envie de découvrir ce genre de polar et que vous y passerez comme moi vos meilleurs moments de lecture, mais pas que. Vous pouvez également me laisser des commentaires avec les petites questions que vous souhaitez me poser ou voir développer dans un prochain épisode. En résumé, aujourd'hui, dans notre podcast, nous avons abordé la chronique de mes lectures du mois de novembre, la chronique d'écriture sur les outils d'aide à l'écriture pour tous ceux qui ont des idées plein la tête et qui veulent y voir plus clair, la chronique mais pas que sur une de mes autrices préférées, Agatha Christie, et la petite question du jour sur mon genre de prédilection, le Cozy Mystery. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou de séries à regarder. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode de sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess_8angel et maintenant vous pouvez également m'envoyer un mail à ducappuccinoetdeslivres@gmail.com que je viens de créer pour mieux partager avec vous. Alors, n'hésitez plus. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, en cliquant simplement sur s'abonner. Je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et les sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.